Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, on va parler de François Bégodeau. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et j'aime autant vous dire que si vous n'avez pas encore d'idée de ce qui se trouve dans son ouvrage comme une mule, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus, donc restez bien pour la deuxième partie. Je vais mettre un timecode si vous voulez passer directement à la deuxième partie pour voir un petit peu à quel point François Bégodeau fait vraiment preuve. À minima, je fais attention à mes mots sur internet, d'une immense indélicatesse, mais vous allez voir. Son dernier ouvrage s'appelle Comme une mule. Le titre est, je trouve, particulièrement bien choisi, parce que comme une mule, c'est une expression, vous savez, qu'on retrouve dans deux expressions françaises, chargé comme une mule et têtu comme une mule. Et l'ouvrage pourrait tout à fait vouloir dire les deux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, François Bégodeau paraît têtu comme une mule. Vous allez voir que c'est un ouvrage dans lequel il attaque le féminisme, qu'il appelle le féminisme moral, une sorte de moraline féministe. Mais chargé comme une mule, vous savez, une expression qui veut dire qu'on nous rajoute du travail dans la déformation du langage populaire. Aujourd'hui, ça peut aussi signifier être attaqué de toutes parts. Vous voyez, on va charger une personne, on va la charger d'injures comme une mule. Et François Bégodeau a un ressentiment extrêmement profond dans cet ouvrage contre nous, les militants de gauche, qu'il estime être des militants, en particulier de la gauche radicale, comme il le dit, sans culture, sans compréhension des choses. On en prend plein la tronche dans cet ouvrage. J'en ai lu un tiers, je n'en lirai pas plus. Voilà, j'ai décidé d'arrêter ma lecture et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous allez voir, on va étudier la table des matières. Je vous assure que vous n'êtes pas prêts. Cet épisode, je tiens à préciser que je le fais avec l'accord de Ludivine Bantigny. J'ai appelé Ludivine Bantigny pour lui expliquer ce qui se trouvait dans l'ouvrage de François Bégodeau et pour lui parler un petit peu de la table des matières, et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'en parle? Parce que ça veut dire qu'il va falloir revenir sur les déclarations de François Bégodeau. On ne va pas revenir sur ses déclarations mot pour mot, mais il y a eu du coup un procès pour diffamation. Vraisemblablement, vous savez qu'un procès à la 17e chambre de Paris, du coup. La 17e chambre de Paris, c'est la chambre qui va gérer tous les droits des médias. Il n'est pas possible de requalifier des faits à la 17e chambre de Paris. Et il semblerait, d'après le cours du procès, qu'il aurait peut-être mieux fallu attaquer pour injure sexiste. En tout cas, dans le compte-rendu du procès, il est bien précisé que donc il n'y a pas de diffamation à proprement parler, ça n'a pas été reconnu, ça paraît surprenant mais c'est comme ça. Donc François Bégodeau n'a pas été condamné, mais il est quand même précisé dans le compte-rendu que la Cour reconnaît des propos sexistes. Et on pourrait se dire que, suite à ça, il ferait un tout petit peu profil bas. Eh bien non, François Bégodeau choisit de sortir un ouvrage dans lequel il s'attaque au féminisme moral, en plein cœur du procès le plus important contre la masculinité et la domination masculine, le procès Mazan. C'est invraisemblable. C'est un calendrier littéraire qui... Je ne peux pas penser qu'il ne soit pas choisi, qu'il ne soit pas décidé, qui, comme l'ouvrage de Caroline Forest, Le Vertige MeToo, sort probablement au pire moment, va donner de nouveau des armes à la domination masculine pour expliquer que des personnes qui ne vont pas lire François Bégodeau, parce que on va en reparler dans cet épisode-là, François Bégodeau, il n'est pas accessible, très sincèrement, il n'est pas accessible. C'est d'autant plus pénible pour moi de vous parler de cette personne que François Bégodeau a fait partie des personnes qui ont participé à ma politisation. Il y a 15-10 ans à peu près, quand j'ai commencé à le découvrir. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est encore moins acceptable que devant le tribunal, il plaide l'humour, il plaide l'exercice littéraire. C'est un exercice littéraire pour lui d'avoir dit ce qu'il a dit de Ludivine Bantigny publiquement, qui ne reconnaissent absolument pas les faits. Il en veut profondément à la gauche de ne pas l'avoir défendu. Voilà, il s'estime chargé comme une mule par la gauche peut-être, ou peut-être qu'il est têtu comme une mule et qu'il reste, je ne sais pas ce que le titre sous-entend. Néanmoins, il faut qu'on commence par d'abord lire rapidement l'article de Libération dans la première partie, et dans la deuxième partie, on va juste étudier ensemble la table des matières et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai ressenti à la lecture du premier tiers de son ouvrage. L'article de Libération est sorti il y a 2 jours, il est sorti le 2 octobre, me semble-t-il. La date doit être précisée, tout à fait. Il est sorti le 2 octobre et c'est un article par Simon Blin. Le titre de l'article est le suivant, François Bégodeau et le féminisme, c'est quoi le problème? Le romancier publie Comme une mule, un livre inspiré de son procès contre l'historienne Ludivine Bantigny. Après des propos sexistes, il le met entre guillemets parce qu'il n'a pas été condamné pour diffamation sexiste, donc les guillemets sont probablement là pour expliquer ça. Mais dans le compte-rendu, il y a bien précisé qu'il reconnaisse du sexisme dans ses propos, donc on peut retirer les propos. Tenu à son égard sur son site en 2020. Et il critique ce qu'il appelle un féminisme moral. Donc au départ, c'est pas très intéressant, on raconte que sur son blog, les gens se posent des questions sur ce qui se passe avec l'abbé Pierre, et François Bégodeau arrive au milieu de la discussion, et il dit « Beaucoup de prédateurs sexuels ne donneront plus à Emmaüs si l'association n'est plus liée à leur figure de proue, l'abbé Pierre ». J'imagine que c'est encore un procédé littéraire, j'imagine que c'est encore de l'humour. De toute façon, c'est avec François Bégodeau
se pose beaucoup de questions au sujet de la morale, en particulier dans l'art, et on a l'impression qu'il est au-dessus de ça. C'est-à-dire que lui n'a pas à répondre aux exigences modernes de la morale. Il n'a pas à y répondre. Parce qu'il est au-dessus de ça, c'est très clairement ce qu'on comprend dans son ouvrage. On rigole bien sur la page web, comme précise Simon Blin, du romancier, où on discute librement entre bégodonautes du déboulonnage tardif du prêtre français, comme des transfuges de classe ou de la situation en Palestine. Comme sur tout café du commerce en ligne qui se respecte, l'article est à charge, parfois l'échange dérape. Ainsi, ce 20 mai 2020, lorsque l'essayiste de gauche radicale commet une phrase qu'il enverra devant le tribunal correctionnel, je me permets de lire avec l'accord de Ludivine Bantigny, de vous relire ça. Dans le milieu radical parisien, Ludivine Bantigny est connue pour jamais être la dernière. Tous les auteurs de la fabrique lui sont passés dessus, même Geoffroy de la Gannerie. Le poste remonte aux yeux et aux oreilles de l'historienne, elle aussi de gauche radicale, qui partage son offense sur Twitter, puis porte plainte pour diffamation à raison du sexe, accompagnée de militantes de l'association Chienne de Garde également plaignantes. 4 ans plus tard, la justice reconnaît des propos indéniablement empreints de sexisme, c'est dans leur compte-rendu, mais relaxe son auteur qui invoque l'humour beauf. Fin de la blague, non. Voilà que François Bégodeau, qui a entre-temps changé l'URL de son site, en tire un livre, comme une mule, en librairie ce mercredi. Livre que j'ai acheté, avec le revenu AdSense. Bref, j'aurais pu dépenser mon argent autrement. Mais si vous voulez dépenser plus correctement votre argent, je tiens à vous dire que Ludivine Bantigny a sorti un ouvrage aux éditions Carton Rouge qui s'appelle Battre l'extrême droite, que vous pouvez commander, on va le chroniquer, que vous pouvez commander soit en version physique ici pour 5 €, soit en version PDF pour 3 €. Et évidemment, non seulement il est commandé, mais en plus de ça, on va le chroniquer, c'est quand même la moindre des choses. Donc, on revient à cet article de François Bégodeau. En apprenant la nouvelle, la principale intéressée n'a pas pu contenir sa colère sur X, sur Twitter donc. Il sort un livre alors qu'il n'a pas été fichu de m'écrire 3 lignes pour s'excuser de sa dégueulasserie misogyne. Franchement, c'est à vomir. Et le titre de l'ouvrage laissait peu de place au doute. Comme une mule n'est pas un acte de contrition, le contraire aurait étonné de la part de l'ancien prof dont l'autosatisfaction est de notoriété publique. Je n'ai pas de tort à rétablir, écrit-il dès les premières pages. Ludivine Bantigny est une victime sans coupable. L'auteur d'une histoire de ta bêtise, réquisitoire contre la bourgeoisie cool, regrette que sa camarade de lutte ne lui ait pas laissé le temps d'expliquer la sienne. J'aimerais bien savoir en quoi François Bégodeau est toujours un camarade, étant donné que le type a quand même travaillé toute sa vie sur la question des différents types de domination, sur la question de la domination masculine aussi. Il a écrit des choses intéressantes à ce sujet-là. Et pour que le jour où il se retrouve justement à se sortir vers le haut de cette situation-là et de dire, mais vous voyez, c'est bien la preuve que la domination masculine est un système de domination extrêmement puissant, puisque même moi, je me suis retrouvé à m'abaisser à tenir des propos misogynes et je m'en excuse. Qu'est-ce qu'il risquait ? 1000 balles ? Au tribunal ? À peine ? Eh bien non. Il décide de sortir un ouvrage sur lequel il critique finalement l'euphémisme moral. Et l'euphémisme moral est une sorte de moralisme moderne, dans lequel il ne se reconnaît pas. François Bégodeau est au-dessus de ça. Et il explique, c'est un ouvrage dont on va parler, qui est un ouvrage très dépolitisant, je trouve, on va en parler dans la deuxième partie. Il se retrouve au-dessus de ça. Que pouvait-on attendre de la part de celui qui a écrit de sa plume têtue ? À aucune seconde, je n'ai envisagé de m'excuser auprès de Ludivine Bantigny en public ni en aparté. C'est fascinant de mauvaise foi, en effet. Cette mésaventure est le point de départ d'un long fouillis, 443 pages tout de même, de réflexions sans pause ni chapitre sur les rapports entre morale, politique, humour et art. Beaucoup art. Mon interlocuteur conflictuel dans ce livre n'est pas Ludivine Bantigny, assure-t-il à Libération, bien qu'il n'épargne pas l'historienne, spécialiste des mouvements sociaux. C'est l'esprit militant qui n'a plus que comme boussole exclusive sa propre morale, qui au nom d'un noble combat sacrifie la jeunesse. Et on voit quand même qu'il y a une forme de justification, une justification de ses propos là-dedans. On comprend bien ce qu'il est en train d'expliquer. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que si vous considérez que les propos que j'ai tenus ne sont pas des propos moraux, c'est parce que vous êtes vous-même infecté par cette morale un petit peu moderne. Cette morale un petit peu moderne qui vous empêche de tout, qui vous empêche de penser le monde correctement, qui vous empêche d'apprécier les œuvres. C'est un truc qu'il détaille énormément dans son ouvrage. Et je ne suis pas surpris qu'Antoine Goya ait apprécié l'ouvrage, et on va en parler parce qu'il a quand même des qualités cet ouvrage, donc je comprends pourquoi Antoine l'a apprécié. Mais quand on est militant, on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est de la justification. En 4 ans, François Bégodeau a eu le temps de méditer quelques tempêtes médiatiques plus ou moins confuses, plus ou moins complexe. Du dossier vide qu'est l'affaire Julien Bayou à l'annulation de Bastien Vivès à Angoulême en passant par Roman Polanski. Et on cite « Adèle Haenel ne quitte pas les Césars parce qu'elle trouve scandaleux de sacrer une merde comme j'accuse », écrit-il, mais de sacrer un film dont l'auteur a jadis violé une mineure. Polanski aurait-il été en lice pour un film sur la pêche à la mouche qu'elle se serait barrée tout pareil. On aimerait savoir en quoi c'est choquant finalement. Doit-il et peut-il y avoir une saisie féministe de l'art ? Question à choix multiples, mais il existe tout un tas de films dont la morale féministe est complètement absente.
parfaitement absente. Il existe même des œuvres qui sont considérées comme des bonnes œuvres, qui seraient, avec un point de vue, on va dire, antisexiste, tout à fait critiquables. Et on pourrait en citer des tonnes. Et c'est pas pour autant que ces films-là font l'objet de colère de la part des féministes. Ce qui fait l'objet de colère de la part de féministes, c'est que Roman Polanski refuse de se présenter de nouveau face à la justice, qui pourtant aimerait que Roman Polanski se présente devant la justice. Et que, en plus de ça, ce qu'elles essayent d'expliquer, c'est que il existe tellement d'artistes aujourd'hui dans ce monde qu'on a le droit aujourd'hui, en 2024, de dire on aimerait être représenté par des personnes qui n'ont pas à se reprocher des faits de viol sur mineurs. C'est ça en fait ce qu'elles disent. Donc c'est pas une question effectivement du contenu du film. Et d'ailleurs il y a toute une série de films qui sont des films qui sont proprement misogynes, qui ont une morale misogyne, qui sont considérés comme des bons films. Ou alors il y a des films, on va prendre, je sais pas, je vais vous prendre un film policier que j'avais beaucoup aimé quand j'étais ado, je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais je pense que c'est toujours bien, Hit de Michael Mann. C'est un film sur la masculinité, et voilà, presque sur la masculinité toxique. Il y a un personnage féminin un peu fort, mais bon, les femmes sont quand même des subalternes, elles sont obligées de rester avec leur conjoint, on leur dit il faut quand même que tu restes avec lui parce qu'en ce moment il va pas bien. Ok, pour le viol conjugal, ça reste un bon film. Personne ne dit il faut annuler Hit. François Bégodeau il est en ce moment, je trouve, il est, comme m'a dit Ludivine Bantigny elle-même, je veux dire, il est à la frontière de l'onfréisme. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'est pas loin, et ça c'est moi qui le dis, de les woke aujourd'hui ils nous font chier. Je trouve qu'il est à cette frontière-là en ce moment et qu'il marche dessus comme un funambule sur son fil. Et je ne suis pas tout à fait rassuré de lire ça. L'écrivain souligne que l'apport féminin diversifie les récits, les corps, les voix, les angles de vue, comiques, cinématographiques, théâtraux, musicaux, tout en prenant un malin plaisir à fouiller dans les bourbiers moraux de sa famille naturelle, la gauche. Au téléphone, il plaide également un exercice d'introspection. Quel genre d'individu je suis pour en arriver à parler comme ça sur un forum? Qu'est-ce que c'est que cet humour? Oui, et pardon, Ludivine? Ses considérations sur le féminisme version 2004 sont l'un des fils rouges de ce livre écrit à l'os. Sur MeToo, il dit: le je te crois inconditionnel est insupportable pour cette autre raison qu'il substantialise la victime. Il la décrète victime avant même l'établissement des faits seuls, à même d'en faire une victime. Mais vous avez quelqu'un qui vient vous voir, oubliez le viol, François Bégodeau, parce que là, pour le coup, moi je trouve qu'il creuse sa tombe, là, il s'enfonce. Oubliez le viol. Vous avez une personne qui vient vous voir et qui a un cocard. Et qui vous dit j'ai un cocard parce que je viens de me faire frapper dans la rue. Après tout, il a peut-être un cocard parce qu'il est tombé chez lui tout seul comme un idiot, parce que voilà, il s'est pris les pieds sur le tapis puis il s'est cogné sur le sol. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ah bah je vais pas te croire. Je refuse de te croire parce que je ne veux pas substantialiser la victime. Je ne refuse de te substantialiser parce que je n'ai pas de procès qui me prouve que. Bien sûr que non, vous n'allez pas dire ça. Par contre, pour le viol, vous êtes prêt à dire ça? Vous faites une exception pour ça? Quelqu'un vient vous voir en vous disant putain, je viens de passer une sale journée, je viens de me faire cambrioler ou je viens de me faire piquer ma bagnole. Vous allez dire quoi? Attention, sans preuve et sans procès, je ne veux pas substantialiser la victime. Donc je vais suspendre mon jugement et je ne vais pas te croire. Donc c'est que pour le viol en fait que vous en êtes là? Ça pose quand même des questions. Ça pose question qu'une personne qui ait travaillé sur les questions de domination et de domination masculine aussi, il s'est exprimé très clairement il y a une dizaine d'années là-dessus, et c'était très intéressant, moi ça m'a construit en particulier. Aujourd'hui en soi à dire ça. Une femme soucieuse de s'émanciper sera cohérente et refuser d'être crue a priori. À des sœurs qui lui disent on te croit, elle répond d'abord écoutez-moi. Coïncidence ou signe du temps, la très médiatique et centriste radicale Caroline Forest publiait il y a 2 semaines le Vertige MeToo dont on a parlé sur la chaîne, avec grosso modo le même propos, préférons le je t'écoute à un je te crois. Mais c'est précisément ce que disent d'ailleurs la plupart des militants et des militantes, à savoir. Je veux reprendre par exemple le cas d'Ernestine Renet, vous savez, vice-présidente de la première Civis, qui a beaucoup travaillé avec le juge Édouard Durand, qui disait « Votre rôle quand vous recevez un témoignage, c'est d'accueillir le témoignage avec empathie, avec bienveillance et avec neutralité. » Ça ne veut pas dire « Je prends parti dans cette affaire », ça veut simplement dire que quand on dit à une victime « Je te crois et je t'écoute », on la met en confiance pour qu'elle parle. Et déjà, on participe à sa guérison. C'est pas souhaitable ? François Bégodeau aura beau pamphléter contre la bourgeoisie, il partage factuellement certains de ses vertiges. Et j'ai envie de dire du coup de ses privilèges. Il serait faux de dire que l'homme découvre le sujet, voici plus de 10 ans, au moment de la sortie de la BD Mal occidental contemporain, comptant les déconvenus d'un trentenaire face à la prise de pouvoir par les femmes, il confessait au Figaro « Vous savez, l'homme, moi compris, doit toujours négocier avec son propre machisme. En imaginant cette histoire, j'ai voulu m'amputer de cette gangrène qu'est la phallocratie. Je me considère comme plutôt émancipé par rapport à tout ça. » Mais je vois bien que j'ai toujours des relents. J'avais envie de les exorciser dans cet album.
À 50 ans passés, il continue à chasser ses démons, mais il a fait quelques progrès. Il se reconnaît une fierté masculine en bois, il a lu la philosophe Geneviève Frêve sur le consentement bien avant la récente vogue de cette question. Et désormais, les poils au mollet d'une jeune femme dans le train provoquent chez ce punk anarchiste un plaisir politique, plaisir de cette résistance à la sommation de se raser. Il se passe des choses en lui, sa perception s'augmente du point de vue féministe. Alors ne lui parlez pas de se déconstruire. Ah bah tiens, il est au-dessus. L'homme déconstruit se définit parce qu'il se retranche de lui. Vieux réflexe, vieux t-shirt Rammstein transformé en chiffon à vitre, vieille manie de laisser élégamment à sa concubine le privilège du repassage. L'homme féministe est augmenté, l'homme déconstruit est soustrait. Aucun doute qu'auprès des féministes, François Bégodeau provoquera une immense gêne, sinon une envie de tout casser, après avoir conquis la critique et le public l'an dernier avec L'amour, roman de 96 pages sur la vie d'un couple ordinaire de la classe moyenne. Le fait est que moi j'avais trouvé ça bien. Bon. Des lecteurs s'interrogent sans doute sur la trajectoire du touche-à-tout d'Entre les murs, réalisateur, rocker, dont les exploits du puncher gauchiste sont recyclés dans les shorts YouTube et TikTok. François Bégodeau atomise un idéaliste, François Bégodeau humilie Cohen, un libertarien en PLS face à François Bégodeau. Il multiplie également les soliloques dans son podcast cinéphile La gêne occasionnée. Son audience est stable, ses livres se vendent bien. Il s'est même découvert ces dernières années un lectorat chez des sympathisants d'extrême droite, expérience qu'il racontait dans Notre Joie, où il expliquait à un identitaire pourquoi il avait tort de l'admirer. Pour l'occasion, le marxisme libertaire avait cru bon de donner un entretien aux médias plus que droitier livre noir, provoquant des petits hoquets d'effroi chez son public. Où va-t-il atterrir cette fois ? Bon, on va arrêter la lecture de l'article. On a compris, une lecture au vitriol, c'est discutable. Bien. Pourquoi j'arrête ma lecture après un tiers ? J'arrête ma lecture auprès d'un tiers parce que, deux choses, premièrement, je m'ennuie à mourir. Là, très sincèrement, j'ai l'habitude de la prose de François Bégodeau. François Bégodeau, c'est quelqu'un qui est capable de mélanger l'essai et la littérature. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui a une qualité d'écriture, une plume qu'on retrouve assez rarement. Mais je trouve que ce qui est aussi intéressant, si vous voulez produire un essai, vous devez avoir, je sais pas, un fil directeur que nous on puisse suivre. C'est ça qui est aussi intéressant. Dans un essai, vous avez une pensée que vous essayez de construire petit à petit. Sa pensée est très compliquée à suivre. François Bégodeau, dans cet ouvrage, cite, source énormément. Il cite, à tel point que j'ai eu l'impression de me retrouver face à la copie d'un lycéen qui, au bac, pense que pour avoir une bonne note en rédaction, il faut citer absolument tout ce qui lui passe par la tête pour montrer aux gens qu'ils sont cultivés. Ah ça c'est sûr que dans une mule, quand on lit comme une mule, on voit écrit partout « je suis cultivé, je suis cultivé, je suis cultivé ». C'est absolument permanent, mais manque un fil directeur. On comprend mal là où il veut en venir. Il y a quelques passages qui sont des passages que je trouve très forts dans Comme une mule, assez puissants et qui sont très précis. On lit, on comprend la pensée, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins c'est très clair. Mais la plupart du temps, ce sont des chapitres vraiment qui n'ont parfois mais ni queue ni tête, très sincèrement. Et dont on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'écrire parce qu'il aime surlire. Il est en train de parler parce qu'il aime s'écouter parler. Mais je ne suis pas en train de dire ça parce que l'ouvrage serait long. 460 pages, 450 pages, c'est pas long. C'est pas un ouvrage long. Si vous n'avez pas l'habitude de la lecture, ça peut paraître long, mais des livres de 500 pages, quand on aime lire, on en lit tout le temps. C'est pas ce problème-là. Le problème, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Si je devais résumer chaque chapitre par une phrase, j'en serais absolument incapable. Je ne suis pas capable de vous expliquer précisément ce qu'il y a dans cet ouvrage. Je ne suis pas capable de vous expliquer précisément si oui ou non c'est réellement un ouvrage sur son procès. Parce que si vous voulez, les connotations indirectes qui pourraient faire référence à son procès sont tellement noyées dans des soliloques absolument interminables, référencés par je ne sais pas combien de films qui n'ont parfois rien à faire là. De temps en temps, il va vous citer Margin Call, vous voyez ce que je veux dire, un film qui parlait de la crise des subprimes aux États-Unis, un excellent film d'ailleurs. Et puis de temps en temps, il va sortir une citation d'un contexte, on ne sait pas pourquoi il prend cette citation-là d'un écrivain sur laquelle il va à peine rebondir. Donc on va se dire, mais à quoi lui sert cette citation ? Qu'est-ce qu'il est en train de construire comme pensée autour de ces passages-là ? Oui, effectivement, ce qu'on est en train de lire, on voit que c'est bien écrit, mais je trouve ça, à titre personnel, incroyablement vain et creux. Et surtout, finalement, le petit fil directeur qu'on arrive à retrouver, c'est cette attaque à la morale. C'est cette attaque systématique à la morale. Et les militants de gauche, de la gauche radicale en particulier, sont beaucoup visés. Les militants de la gauche radicale n'ont pas de culture, ne comprennent pas les choses, etc., sont dévorés par la morale. Et cette façon qu'il a justement de dénigrer la façon qu'on a de comprendre justement aujourd'hui le monde avec une morale qui est une morale évidemment
qui est contemporaine à 2024, qui ne sera pas la même en 2025, qui n'est pas universelle. Personne ne prétend qu'aujourd'hui on est arrivé à une sorte d'aboutissement de la philosophie de la morale et que notre positionnement aujourd'hui est le positionnement humaniste définitif. Personne ne dit ça. Personne ne dit non plus que l'intégralité des œuvres qui sont produites devrait découler de cet humanisme transcendantal qui existera en 2024, qui serait l'aboutissement de la morale humaine. Personne ne dit ça. Personne ne dit jamais ça. Personne ne dit qu'il faut passer la totalité des œuvres au filtre de notre morale. Personne ne dit ça non plus. Mais il y a un côté particulièrement dépolitisant en refusant de considérer qu'une œuvre qui est profondément morale ou qui ne l'est pas, mais en tout cas qui va jouer avec les codes de la morale, c'est une œuvre qui essaye de parler aussi à son public. Et que jouer justement avec ces codes de la morale, c'est aussi politiser une œuvre. C'est aussi rendre une œuvre politique, rendre une œuvre qui, du coup, s'inscrit à la fois dans l'époque dans laquelle elle sort, mais qui peut rentrer en résonance avec les époques passées et qui pourrait rentrer en résonance avec les époques futures, parce que c'est une œuvre qui ose et qui se mouille. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu dans cet ouvrage, parce que François Bégaudeau vous fait comprendre que si vous pensiez aujourd'hui que vous étiez des individus moraux parce que vous suivez une morale contemporaine, eh bien en fait, vous n'avez pas tout à fait compris. Vous êtes dans l'homme déconstruit, comme on l'a lu dans Libération, vous n'êtes pas dans l'homme féministe. Vous êtes dans l'homme déconstruit et vous êtes du coup dans l'homme qui s'interdit d'apprécier une œuvre, qui s'interdit de les comprendre, etc. Et moi, François Bégaudeau, je tue au-dessus de ça. Donc lorsque j'écris ces injures à l'encontre, ça n'a pas été reconnu comme injure par un tribunal. Je n'aimerais pas me prendre un procès pour diffamation pour avoir dit ça quand même. Mais quand j'écris ce message dénigrant contre Ludivine Bantigny, vous l'avez passé sous l'aune de la morale, moi je l'ai passé sous l'aune de la littérature. Je l'ai passé sous l'aune de l'humour. Et c'est vous qui avez rendu, du coup, ce propos sur mon site internet, qui l'avez rendu désobligeant. C'est Ludivine Bantigny qui est pétrie par cette morale contemporaine, qui est une morale vraiment, qui est une morale consubstantielle à notre époque et qui n'a pas réellement de fond. C'est elle qui a choisi de faire de ça une attaque en diffamation sexiste, puisque c'était le sujet du procès. C'est parce que vous êtes pétri justement de cette morale-là, qui n'est pas une morale, qui est une morale sans socle, que vous n'arrivez même pas à comprendre que quand j'écris ça, ça puisse être de la littérature. Et vas-y que je te mets de la provocation dans l'ouvrage, et Dieudonné, il a jamais été aussi drôle que depuis qu'il a été condamné, c'est pas exactement ce qu'il écrit, mais il y a cette idée-là, etc. Maintenant, une fois que je vous ai présenté cet ouvrage, et que je vous ai expliqué pourquoi je ne le lirai pas plus loin, parce que j'en ai marre en fait de ne pas comprendre ce qu'il veut dire, j'aimerais vous présenter la table des matières. Parce que la table des matières, alors je vais faire extrêmement attention à ce que je dis, je vais être très précautionneux sur ce que je vais dire là, La table des matières, là, je n'ai absolument aucun doute, elle est pétrie de culture pornographique. Là, il n'y a vraiment absolument aucun doute. Il n'est pas possible, si ce serait sur un titre de chapitre sur les 40, on dirait rien. Il y en a un sur 3. Mais surtout, cette table des matières, vous en penserez ce que vous en pensez, mais moi, je ne peux pas croire que dans un essai qu'il vend comme étant le procès qu'il raconte, le procès, donc il a été attaqué en procès pour diffamation sexiste. Il a gagné son procès, mais il a été attaqué pour ça. Que dans un livre qui raconte un procès pour diffamation sexiste, quand vous avez un titre de chapitre, j'ai eu du mal à dire à Ludivine Bantigny qu'il existait. Quand vous avez un titre de chapitre qui est le suivant, accrochez-vous, je vais commencer par celui-là, puis ensuite on va lire les autres. Il n'est pas possible de consoler un trou d'être un trou. Quand vous avez un titre de chapitre comme ça. Il est évidemment possible que François Bégaudeau dise « Ah mais non, dans ce chapitre-là, que j'ai lu en entier, je fais plutôt référence à un vide culturel dans la gauche radicale, à une incompréhension de la façon dont il faudrait percevoir une œuvre, et c'est ça que j'appelle un trou. N'empêche, François Bégaudeau, vous sortez un ouvrage dont vous dites qu'il raconte un procès où vous avez été accusé de diffamation sexiste pour avoir comparé Ludivine Bantigny à un trou, littéralement. Vous avez un titre de chapitre qui s'appelle « Il n'est pas possible de consoler un trou d'être un trou », le voilà. Il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? On va lire cette table des matières, et c'est tout ce qu'on lira. La fraîcheur des draps, quand on écarte les jambes en ciseaux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, François Bégaudeau? C'est la provocation. Vous sortez d'un procès que vous auriez pu perdre, où on vous a attaqué pour diffamation sexiste.
Et dans un ouvrage qui ne fait strictement aucune référence à quoi que ce soit de sexuel, vous nous sortez des titres issus de la culture pornographique. Et la fraîcheur des draps quand on écarte les jambes en ciseaux, c'est du niveau de Bruno Le Maire, en plus de ça. Je vous rassure, le contenu de l'ouvrage est bien mieux écrit que ces titres qui sont quand même assez moyens. La peau sur la nuque faisait 3 plis que précisait un peu de crasse. Écoutez-moi ça, regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Dans les flaques d'eau boueuses de la saison des pluies, des petits poissons. Non mais on est sérieux. Je soupçonnais qu'une manière de vague conscience ne lui faisait pas défaut. Me dites pas que c'est pas une attaque contre Ludivine. Je peux pas affirmer que c'en est une, je suis pas dans sa tête. Mais c'est quand même troublant, ces coïncidences. Ah oui, alors ça. Il y a dans l'orange une aspiration à reprendre contenance après avoir subi l'épreuve de l'expression. François Bégodeau, vous n'êtes pas en train de nous expliquer que Ludivine Bantigny a simplement subi l'épreuve de l'expression. Les propos que vous avez tenus à l'encontre de Ludivine Bantigny, vous ne pouvez pas les défendre aujourd'hui, François Bégodeau. Ça peut pas être une justification de ce que vous avez dit. Rassurez-moi, ces titres-là, c'est du hasard. C'est ChatGPT qui a mis des mots au hasard, ça fait des trucs un peu pornographiques qui font référence au procès par hasard. Ça peut pas être volontaire. Mais j'espère que vous vous rendez compte d'à quel point cette table des matières peut être vécue comme une nouvelle violence, en fait, par Ludivine Bantigny, par elle et par toutes les femmes, en fait. Par toutes les femmes qui ont déjà subi des propos misogynes, des agressions sexistes, des agressions sexuelles. Ces propos qu'on peut pas tenir. Et le pire, c'est que... Donc moi, j'ai lu à peu près jusque-là, quoi. C'est que dans les chapitres, il n'y a rien qui fasse référence à ce genre de choses. Un court instant du délire que je te donnerai ne vaut-il pas l'univers de sottises où ils ont froid? Voilà, c'est mépris sur 20. Tu voudrais qu'il arrive à l'instant, qu'il te force et disparaisse sans commentaire. Elle bronchait, elle cédait. Elle donnait à la fois son arrogance et sa défaite. C'est fou, Un trou se découvrait dans le pull au vert sous une aisselle. Bon, voilà, c'est charmant. J'ai essayé avec la banane, mais j'ai peur qu'elle se casse et qu'un jour ça reste. Dire que je trébuchais dans d'impénétrables ténèbres, non, je ne peux pas. Tout cela l'avait préparé à ne pas juger anormal d'être humilié. Ouf, ouf. Voilà, allons-y. Il n'est pas possible de consoler un trou d'être un trou, alors ça vraiment je ne m'en remets pas. Il y avait un plaisir à se sentir infime, oh tralala tralala. Sûrement d'un fait entrer l'accusé, personne n'a comparé votre affaire à un fait entrer l'accusé, bref. Moi, très sincèrement, je ne sais pas. François Bégodeau est un type que j'ai admiré, François Bégodeau est un type qui m'a construit politiquement. Moi, je veux bien que vous continuiez à le défendre au nom de ce qu'il a pu produire par le passé, mais à un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux. C'est-à-dire que les propos contre Ludivine Bantigny ne sont pas des propos normaux. Il nous explique que c'est un petit peu de votre faute. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez été infecté par ce moralisme féministe. C'est vous qui avez prêté une valeur morale négative aux propos de François Bégodeau. D'accord, c'est vous qui lui avez prêté ce truc négatif. C'est Ludivine Bantigny elle-même qui, pétrie de son féminisme moral, a prêté ces propos-là. Et puis vous avez cette table des matières qui ressemble à une sorte de pied de nez supplémentaire, qui est pour moi le truc qui se rapproche le plus de l'histoire de son procès. Peut-être quand dans les 2 tiers suivants du livre, il parle du procès, mais je vous avoue que j'en ai marre de lire des propos vains, des propos absolument interminables. C'est un essai qui, pour moi, ne raconte pas grand-chose. Si j'étais à la place de Ludivine Bantigny, très sincèrement, cette table des matières, je la prendrais évidemment contre moi. Je la trouve particulièrement violente et même assez brutale. Et je pense que François Bégodeau, là, il est sur un fil, actuellement, qu'il faut faire attention, qu'il faut surveiller ça. Il va dire évidemment que je suis tombé moi aussi dans le moralisme, je sais pas quoi, que je prône la déconstruction, mot que je n'ai jamais prononcé, jamais sur la chaîne d'ailleurs, enfin, je sais plus, peut-être que je l'ai prononcé il y a 2 ans et demi, enfin bref. Mais néanmoins, je trouve que c'est préoccupant. Soutien évidemment total à Ludivine Bantigny. C'est son ouvrage à elle qu'il faut acheter si jamais vous voulez dépenser un petit peu de sous. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite. Salut les amis.